Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette masterclass. On sait que beaucoup d'entre vous sont venus de loin pour assister à cet échange avec Yukito Kishiro. Je suis l'œil de chéri, je suis journaliste pour le magazine Le Point et on co-anime cette masterclass avec Fausto du magazine Atom. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors avant de commencer et puis que l'auteur arrive, on voulait faire un petit test. Qui a découvert le manga Gun avec cette édition? La première. Oh! Qui a découvert le manga avec Last Order? Ouais, un peu moins. Faut pas avoir honte, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et qui a découvert le manga avec Alita Battle of Angel? Ah, super, il y a plein de nouveaux. Magnifique. Bon, Fausto, c'est à toi. Merci Lloyd, merci pour cette présentation, merci pour ce mini-sondage. Je vais faire très court puisque l'intérêt, c'est pas de m'écouter moi, mais c'est d'écouter Monsieur Kishiro. Simplement, vous êtes nombreux à l'avoir découvert quasiment au même moment, donc d'avoir subi ce traumatisme-là au tout début des années 90. Je pense qu'il en a marqué plus d'un avec l'une de ses créations mythiques, le personnage de Gali. Tout le monde est tombé plus ou moins amoureux d'elle, c'était en tout cas mon cas. Je ne vais pas vous raconter ma vie, puisque, à vrai dire, on s'en fout un peu. Et je vais vous demander simplement d'applaudir extrêmement chaleureusement Monsieur Yukito Kishiro. Et la traduction sera faite par Choco. Alors le sondage fait par l'œil était effectivement très intéressant, notamment concernant le film. Ce sera donc l'ouverture de cette masterclass, du moins la première question. Il y a quelques mois, on a pu tous voir un excellent film par ailleurs, Alita Battle Angel. Le monde entier a pu découvrir ce film-là. Ma première question, c'est que ce grand personnage de Gali a pris vie donc sur un écran de cinéma. C'est un personnage qu'il a créé il y a maintenant plus de 30 ans. Qu'est-ce que ça lui a fait de voir son personnage adapté au cinéma, prendre vie sur grand écran, sachant qu'en plus, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à voir le jour? Elle était très mignonne à l'écran. Elle était même plus charmante que dans l'œuvre originale à l'écran. Elle riait beaucoup, pardon. Donc j'étais un peu émue de la voir bien mûrie, bien grandie. Est-ce que les premières images qu'ont pu justement lui montrer les producteurs l'ont instantanément satisfait? Est-ce que lui, en tant que créateur, il a ressenti à un moment une période de doute à l'idée de voir quelqu'un s'emparer de sa création et de faire quelque chose peut-être de très différent de ses intentions initiales?契約が成立してから実際に映画が作られるまでかなりの時間が経っていたんですね。で僕がキャメロンさんと会ったのは2003年のことなんですけども、その後アバターの制作が入ってしまってしばらく音沙汰がなくて、このまま映画作られないんじゃないかなってやっぱり相当不安にはなりました。En fait, depuis que nous avons signé le contrat, beaucoup de temps se sont passés. La première fois que j'ai rencontré James Cameron, c'était en 2003. Et depuis, il a réalisé en fait Avatar. Donc pendant la production d'Avatar, je n'avais plus du tout de nouvelles de lui. Donc c'est sûr que je me suis un peu inquiétée. Alors on va revenir justement à la création du personnage de Gali. Gali apparaît pour la première fois en 1988 dans un one-shot intitulé Rainmaker, publié dans le magazine Bears Club des éditions Shueisha.
Et on aimerait savoir comment ce personnage lui est venu à l'esprit et plus précisément encore comment le design de Gali a pris forme dans sa tête. 基本的には今とほとんど変わらなくてこう黒い髪にショートカット、それからメダルのこう熊取りが入っているという感じで、すでにもう完全に完成された大人の女性という性格で出てきたんですけども、違っている点といえばこうタコの口ではなかったぐらいで、ほぼ現在と変わらないデザインで出現しています。En fait, au niveau de design, Gali était déjà comme telle qu'elle est, dans gamme, déjà à l'époque de l'Aymaker. À l'époque, donc déjà, elle avait des cheveux courts, noirs, et elle avait déjà des motifs métalliques sous les joues. Ce qui est différent, c'est que dans l'Aymaker, c'était une femme déjà adulte, assez mûre. Et une des grandes différences, c'est les lèvres. C'est qu'à l'époque, ses lèvres étaient fins. Est-ce qu'il a mis du temps finalement avant de trouver cette forme finale? いや、そんなことはなかったですね。レインメーカーの時は確か考えたかな、いくつかスケッチはしたとは思うんですけど、ほぼもう最初からああいうデザインで出てくるってことはもう決まっていて、黒い髪っていうのも決定してました。で、短い髪にしたっていうのも、アクションの上で長い髪は邪魔になるのでこう短くするってことも決まっていたし、パパッとこう早く出来上がったという感じですね。En réalité, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour arriver au design donc actuel de Gali. Même donc à l'époque de l'Aymaker, j'ai eu assez rapidement l'idée de design de Gali. J'ai fait peut-être quelques dessins, mais vraiment, dès le départ, j'avais une idée assez claire, donc avec des cheveux noirs. Alors pourquoi les cheveux courts? Parce que dans des scènes d'action, si les cheveux étaient longs, c'est très compliqué de dessiner. Et donc j'avais décidé que ce soit court. Monsieur Kishiro a pu rencontrer hier Monsieur Villal. Ils ont pu justement échanger de manière passionnante sur leur rapport à la science-fiction. Je vais probablement lui faire répéter des choses qu'il a déjà dites hier, mais je pense que tout le monde n'était pas forcément à la rencontre de Bilal Kishiro justement hier à Manga City. Je sais que M. Kishiro est effectivement très amateur et il revendique l'influence d'un mangaka et animateur qui s'appelle Yoshikazu Yasuhiko. Qui a notamment travaillé sur le manga Gundam The Origin. Pardon. Je voulais savoir en fait qu'est-ce qui l'intéressait chez ce dessinateur, animateur, illustrateur, qu'est-ce qui faisait qu'il avait représenté une influence pour lui. 1979年から80年にかけて機動戦士ガンダムが放映されたんですけども、そのキャラクターデザインにやっていた吉和靖子先生、その方が確かアニメージュにやっぱ同じぐらいの頃にアリオンっていう漫画を描き始めたんですね。でその単行本に出会って非常に衝撃を受けて、でそれまで僕は人間のキャラクターが描けなくて怪獣みたいなキャラクターがこう暴れ回るような子供っぽいものしか描けなかったんですけど、このままじゃダメだと思って人間のキャラクターを描こうと思っていたんですが、当時の純正の漫画界でやってる先生方はみんなこう個性が強すぎて誰か一人にこう模写しようとしても必ずそのなんていうか個性が強すぎて誰の模写をしてるかというのがはっきり分かってしまうような感じだったんですね。でそれに比べると吉和先生の絵はもうちょっとこうニュートラルというかアニメーションのせいもあるんですけど可愛らしいけども変な誇張が少なくて非常にスタイリッシュに見えてたんですね当時。でこの人をこう参考にして人間のキャラクターを描こうと思って描き始めました。
En 1979, en 80, la série d'anime Gundam était diffusée à la télévision et donc Yoshikazu Yasuhiko s'est occupé du design des personnages de cette série. Et à l'époque, il a aussi prépublié son manga Ryot dans un magazine et j'ai découvert donc son manga avec une fois que donc, le livre relié est sorti. Et à cette époque, en fait, je ne savais pas dessiner des personnages humains. Je ne dessinais que des monstres. Donc je me disais que non, ça va pas du tout. Il faut que j'apprenne à dessiner les êtres humains. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder son travail. Donc c'est vraiment, j'ai pris son travail comme référence pour apprendre à dessiner les personnages humains. À l'époque, donc, il y avait évidemment beaucoup d'autres auteurs de manga, donc qui ne faisaient que de manga, mais ils avaient tous des fortes personnalités, des forts caractères, et du coup, si j'imitais leur personnalité, se voyait beaucoup trop, et donc pour moi, les dessins de Yasuhiko étaient beaucoup plus neutres que d'autres mangaka, et c'est probablement à cause du fait qu'il travaille dans l'animation. Ces dessins n'étaient pas trop déformés ou exagérés et assez stylisés. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris grâce à ces dessins, surtout donc les personnages humains. Je voudrais qu'on reste dans le registre de la science-fiction, évidemment, et de ses influences, mais élargir un petit peu plus au cinéma, on y revient. Généralement, la première porte d'entrée pour un jeune japonais en ce qui concerne la science-fiction à la télévision ou au cinéma, c'est le Kaiju Eiga, donc le film de monstres géants, ou parfois c'est à travers des séries télé de type tokusatsu, donc des séries télé à effets spéciaux en fait, des séries comme Ultraman, des séries qui ne sont pas du tout populaires en Occident, ou très peu en tout cas. Je voulais savoir quels étaient ces tout premier choc en matière de science-fiction, c'est-à-dire quand il était enfant, quelles séries, quelles créatures l'ont traumatisé au point de se dire que peut-être un jour il allait raconter des histoires qui puiseraient dans ce type d'imaginaire. 日本では怪獣映画あるいは怪獣の特撮のウルトラマンだとか仮面ライダーとかそういうのがもう毎週週に何本も子供の頃やってたんですね。でそれを普通に見て育っていたんですけど、今から考えると、SF 的なカテゴリー SF ファンタジーのカテゴリーに入るもんだなとは思うんですけど、子供の頃はそんなことは全然意識はしてなくて、こういうものが SF だとかそもそも SF って言葉を知らなかったんですけど、はっきりと意識して影響を受けたのはやはり「スター・ウォーズ」の時ですね。1977年から78年アメリカで公開されたのが77年なんですけど、日本では1年遅れて1978年僕が小学校5年の時に公開されたんですね。その「スター・ウォーズ」の衝撃っていうのは相当なもので、ちょっと今の若い人には分からないと思うんですけど、それまで銀色のロケットが飛ぶようなものだったのが薄い汚れた宇宙船が飛ぶというような世界になって、何もかもが衝撃的だったですね、あれは。Alors c'est vrai que comme tu dis, à l'époque où j'étais enfant, il y avait plein de séries de kaiju, donc de monstres ou de tokusatsu, donc des effets spéciaux étaient diffusés à la télévision, dont Ultraman, Kamen Rider, et comme il y en avait tellement par semaine, je les regardais toutes, mais comme vraiment tous les autres enfants. Et évidemment, on catégorise ces séries donc dans le genre de science-fiction, mais à l'époque, je n'avais pas cette conscience et je ne connaissais d'ailleurs pas non plus le terme science-fiction. Donc, juste, j'étais baignée dans cette culture. Alors, le premier choc de science-fiction, donc avec un peu plus de conscience, c'est avec l'arrivée de Star Wars. Alors, Star Wars est sorti aux États-Unis en 1977 et un an plus tard au Japon. Et j'ai découvert ce film à la 5e année de l'école primaire. Et ça a été un grand choc pour moi. Alors, c'est peut-être, ça doit être difficile de comprendre pour les jeunes d'aujourd'hui, mais c'était un vrai choc parce que jusqu'alors, on voyait que des fusées qui sont lancées dans le ciel, mais en fait, il y avait plein d'autres choses qui étaient vraiment nouvelles. Donc oui, ça a été un bouleversement.
Et pourtant, dans le manga Gum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs genres de science-fiction à l'intérieur même du manga. Il y a de la dystopie, du cyberpunk, de la hard science, même de la dystopie, puis aussi du space opéra. Quel est son genre préféré ou son sous-genre préféré dans la science-fiction? あまりジャンルにはこだわらないですね。まあ中学生の頃に SF 小説をたくさん読んだんですけど、その頃は頭悪かったんであまり難しいことが分からなかったから、古いスペースオペラ「キャプテン・フューチャー」だとか E. スミスの「レンズマン」シリーズだとか、そういうものばっかり読んでいたんですね。まあ少し年食ってからはもうちょっと難しめの小説も読むようになってきたんですけど、正直言ってあんまり SF 読んでるうちにあんまり好きじゃなくなってきて、SF 以外の方向、冒険小説だとかハードボイルドだとかホラーものだとかそういう全く別のジャンルからこのインスピレーションを受けるってことが多くなっていきました。Alors, en réalité, je ne fais pas très attention au genre et surtout au sous-genre de science-fiction. Et c'est vrai que quand j'étais au collège, je lisais beaucoup de romans de science-fiction comme Captain Future ou Lens Machine, mais à force de voir, j'appréciais de moins en moins les romans de science-fiction. Et donc, je me suis tournée plutôt vers des romans d'aventure, de hard-boiled ou des histoires d'horreur. Et donc, ce sont finalement des romans qui ne sont pas de science-fiction qui m'ont influencée. Il y a une œuvre d'ailleurs qui l'a influencée, une nouvelle française qui s'appelle La Hache d'or de Gaston Leroux. Moi, je voulais savoir en fait comment il était tombé sur cette nouvelle et comment il a réagi à sa première lecture. あれは高校生の時に日本の草原推理文庫からガストン・ルールの「恐怖やわ」っていう短編集が出ていて、で僕はまあそういう怖い話とか大好きだったんで恐怖という言葉に反応して買って読んだんですね。まあ、実際読んでみたらそんなゴーストストーリーじゃなかったんですけど、非常にこの人間のそういう暗い心理とかをえぐり出すような話がたくさんあって、その一番最初に載っていた「金の斧」っていう話がこうクライマックスでどんでん返しするっていうこのトリックとは言わないのかな、まあ虚実トリックだとは思うんですけど、それに非常に感銘を受けたんですね。でしばらくの間そのことは忘れていたんですけど、ガンムの1話を書くときにこれはサスペンスの方向へ振っていった方が話は面白くなるんじゃないかなと当時思って、でその場合はガリー視点から井戸が突然見知らぬ人物に見えてなんか秘密を抱えている、その秘密が何か恐ろしいものじゃないかっていうような、そういう疑心暗鬼の気持ちを追求していく方向が面白いんじゃないか。そうしてみるとガストン・ルールの「金の斧」って話がまさにそういうプロットだったんでそれを参考にさせてもらいました。Alors, j'ai découvert le Hoche d'or de Gaston Leroux quand j'étais au lycée. À l'époque, donc, il y a eu une recueil de ces histoires courtes qui a été publiée. Et dans ce livre, donc, le H d'or donc, faisait partie de ce livre. Alors, il y avait donc le sous-titre de cette recueil qui disait que donc des histoires de terreur. Et comme j'adorais le sujet donc autour de terreur, j'ai pris ce livre. Mais en fait, les histoires ne racontaient pas vraiment la terreur. Il parlait plutôt du côté de l'aspect sombre de la psychologie humaine. Et c'est d'ailleurs ça ce qui m'a beaucoup intéressée. Alors, ce qui m'a séduit dans l'histoire de H d'or, c'est que à la fin, donc, à la scène culminante, l'histoire change totalement, donc ça bascule un déroulement inattendu, et c'est ça ce qui m'a extrêmement ému. Et donc j'ai été très influencée par cette structure. Et d'ailleurs, on voit mon influence dans le premier épisode de Gum.
c'est qu'au début, on a l'impression que l'histoire commence comme une histoire de suspense. Alors Gary, donc, elle est en face de Ido, mais au début, donc, elle fait confiance en lui, mais petit à petit, elle est prise par la doute. Donc elle commence à se dire que Ido voilà, a des projets noirs derrière. Et donc, je pense que c'est vraiment pour cette séquence-là que j'ai été très influencée par l'histoire de Gaston Leroux. Alors on va commencer à rentrer un peu plus en profondeur dans les œuvres. Comment est née la cité aérienne high-tech nommée Zalem? そうですね、最初レインメーカーの頃からずっとサイボーグテーマでいろんなことを書いて何回も直しをして、でガリーを主人公にした「ガンム」っていうタイトルの短編を2作ネーム書いたんですが、それも全部ボツになって書き直しをさせられたんですね。その間ずっとサイボーグテーマっていうのを追求してはいるんですけど、背景にそういうキャラクター性がないっていうのがちょっと不満で、どうしてもなんかブレードランナーの2番煎じみたいな世界観になってしまいがちだったんですね。で何かしら特徴的なあるこの説得力のある背景が必要だなってずっと思っていたんですね。でガムの連載が来た時にぐーって考えて布団の中でもーっと妄想していたら、突然この軌道エレベーターの下に空中都市が吊り下がっていて、その下に崩れしてできた街があって、物資が循環してるっていうこの生態系みたいなイメージがバッと浮かんで、でこれこそサイボーグが生きるにふさわしい世界だとピンときて、これでできると思って書いたのがガンムの1話です。Alors donc l'origine de Gamme se trouve en fait dans l'histoire de Laymaker, donc une histoire que j'avais écrite avant Gamme. Alors pendant l'époque où je travaillais sur Laymaker, donc j'ai fait quelques versions, donc j'ai corrigé, j'ai modifié. Et d'ailleurs, donc 2 versions que j'avais faites, malheureusement, donc ça n'aboutit à rien. Et même si j'ai écrit les storyboards de ces 2 versions, finalement, j'ai dû changer totalement donc pour la version finale qui est devenue donc Gamme. Alors quand je cherchais un peu, enfin comment améliorer donc ces 2 versions, je me suis dit qu'il fallait absolument que les décors aient leur propre personnalité. Et si je mettais les décors assez banals, ce serait un peu comme une imitation de Blade Runner. Et donc, il fallait que j'invente des décors ou l'environnement, en tout cas le schéma des décors propres à Gamme. Et donc, je me suis plongée dans la réflexion et un jour, donc je réfléchissais dans mon lit et tout à coup, une idée m'est venue. Et donc, cette idée était qu'une cité est suspendue. Donc il y a un ascenseur et une cité est suspendue dessus. Et en dessous de ça, il y a la cité des décharges. Donc cette idée m'est venue comme ça. Et des matériels circulent entre ces plusieurs décors. Et donc, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit que cet univers était parfait pour raconter une histoire de cyborg. On a pu lire dans une interview précédente qu'il a donnée des propos concernant la musique, et notamment l'influence de la musique, et plus précisément le rock progressif sur son travail. Je voulais savoir s'il pouvait détailler un petit peu plus ça, si, deuxième partie de la question, il pouvait parfois aussi imaginer des bandes originales en fait, à ces histoires. そうですね。実際まだカセットテープだった時代は作品を作る時にはそのイメージに合った曲をいっぱいダビングしてサウンドトラックみたいなものを作って、それを聴きながら作画とか実際していました。Alors, en fait, à l'époque, donc j'écoutais la musique avec des cassettes et il y avait donc, j'enregistrais des morceaux que je trouvais
enfin, bien pour l'univers de gamme, donc dans une cassette. Donc je faisais ma propre compilation des morceaux qui convenaient bien à l'univers. Donc j'écoutais cette cassette de compilation un peu comme des bandes sonores, bandes de musique de gamme. Il se souvient, pardon, excuse-moi, il se souvient des morceaux justement qu'il a mis sur cette playlist à l'époque? はい。もちろんピンク・フロイドの「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール」とかも大好きだし、それからアロン・パーソンズのこうサンドインストルメントの曲が好きで、そういうのをチョイスして入れたりとか、あと ELO の「タイム」から何曲か、それから、まあ、ハードロックヘビーメタルも好きだったんで、そういうこうイメージに合うジューダス・プリストの「ラム・イット・ダウン」からこう何曲かとか、そういうふうにこうチョイスしてこう盛り上がるようにこう作ってこう自分をこう気分を高めていたんですね。Pardon, je ne connais pas les titres. Alors, il y a des morceaux de Pink Floyd. Après, J'ai entendu Alan Parsons Project. Merci Fausto. Et il y a des morceaux de Yellow. Il y avait donc des morceaux de hard rock, heavy metal. Je pense que vous avez tous compris les titres en anglais. Merci. Et donc oui, je faisais donc la sélection, ma propre sélection pour faire cette compilation. La noirceur d'Angum va bien plus loin que l'environnement urbain déliquescent, notamment avec la décharge. Le personnage de Gali est sans cesse confronté à la perte de ses proches. Il doit toujours trouver l'énergie pour se relever. N'était-ce pas trop éprouvant pour vous de raconter une histoire si désespérée à certains moments?まあ、確かに何回か辛い時もありましたね。まあ、だけどもこれがレインメーカーの時はそれで失敗したんですけど、男性の主人公だと自分も一緒にこう悩んでキャラクターと同じレベルで悩んでしまって物語のコントロールができなくなってしまったんでレインメーカーは失敗してしまったんですけど、ガリーの場合女性なのでちょっとこう自分とは心理的な距離が作れるんですね。そのおかげで相当辛い目にあってもある程度この客観性を持ってこう物語をコントロールすることができていました。Alors c'est vrai que parfois c'était pénible de raconter des histoires dures, mais finalement dans l'histoire de Laymaker, donc toujours l'histoire que j'avais faite avant Gamme, le personnage principal était un héros, donc était un garçon. Alors comme je suis moi-même un homme avec l'héros, je n'ai pas su prendre suffisamment de distance par rapport à ce personnage principal et du coup quand le personnage était dans un tracas, moi aussi je me mettais dans le même tracas, alors que quand j'ai changé de personnage principal, donc qui est devenu une héroïne, donc femme, comme on était de sexes différents, j'ai su prendre la bonne distance psychologique et du coup j'ai pu commencer à raconter l'histoire de manière assez objective. Donc finalement le fait que ce soit une héroïne m'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est pour justement cette raison qu'il a refusé de sexualiser Gali? そうですね。あんまりこの色っぽいセクシーなキャラクターだとちょっと僕自身も誘惑されてしまってこう混乱するので、あまりそういう要素がないように描きました。自分のあくまで分身として描いているので、あまりそういうこう過度にセクシーなキャラクターだとちょっとコントロールが難しくなってしまうんですね。
Alors, si elle était très sexy, je serais séduit, donc ça me perturberait. Et c'est pour ça que Gary reste vraiment, enfin, reste pas trop sexy. Pour moi, même si c'est une femme, Gary, donc le personnage principal, reste un peu comme une partie de moi ou mon alter ego. Et c'est pour ça que elle reste. Enfin, je n'ai pas mis en avant, trop en avant, le côté féminin de Gali. Monsieur Kishiro nous a parlé tout à l'heure de son rapport à la musique et aussi de son rapport à la littérature et notamment de cette nouvelle de Gaston Leroux. C'est vrai qu'il y a un mot qui revient très souvent quand on parle de Gunn et de son travail, c'est le mot cyberpunk. Mais est-ce que Gunn est vraiment une œuvre cyberpunk? C'est-à-dire que quand on l'écoute et quand il nous évoque ses références, on a l'impression en fait que finalement la science-fiction compte pour lui, mais qu'il a voulu faire quelque chose de très différent, qu'il a justement voulu se démarquer. Il le disait tout à l'heure par rapport au décor, par rapport à la ville à laquelle il a pensé. Il ne voulait pas faire une énième vision à la Blade Runner. Est-ce que finalement, ses influences et son envie de raconter une histoire ne prennent pas plutôt leur source vers des histoires, par exemple, de mystères, de romans noirs, des choses comme ça, en fait, plutôt que de la science-fiction pure et dure? Les histoires de mystères, comme il disait tout à l'heure, par exemple. そうですね。サイバーパンクっていうのは、まあ、僕はサイボーグテーマっていうのをまだまだやるべきことがあるんじゃないかって思ったのは高校生ぐらいの時なんですけど、その段階ではまだ全然サイバーパンクだって言葉は全然知らなくて、知ったのは確か、オムニシに載ってた短編だから1986年ぐらいかな。でもまあ何を言いたいジャンルなのかよく分からなかったんですね、その段階でも。でその後編集者と打ち合わせしていて「君ギブソン読んだことある?」とか言ってウィリアム・ギブソンの「ニューロマンサー」とか勧められて読んだりとかしたんですけど、それ以前から僕はその独自にそういうサイボーグテーマというのにはまだ語られてない部分があるんじゃないかというこのコンセプトから始まっていて、その根本にあるのは人間とは何かっていう部分のこの心を描くためにこの体を機械にあえて描くというその対比技法ですかね。一番影響を受けたのはむしろジョニーは戦場に行ったっていう小説があるんですけど、その映画にもなって爆弾で手足が吹き飛ばされて感覚がなくなってしまった男の話なんですけど、それにむしろ強い影響を受けました。Alors, bon, c'est vrai que je ne pense pas forcément à cyberpunk. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à cet univers, c'était vraiment le sujet qui m'intéressait le plus, c'est de raconter des histoires de cyborgs. Donc, c'était l'envie que j'avais depuis que j'étais au lycée. Après, on m'a conseillé de lire des romans de cyberpunk. Je pense que j'ai découvert en 1986, donc un peu l'univers de cyberpunk. Et on m'a conseillé de lire, par exemple, New Romancer de William Gibson. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert, mais ce n'est pas forcément le cyberpunk qui m'intéressait. Pour moi, le sujet le plus important, c'est le questionnement. Donc, qu'est-ce que l'humanité et qu'est-ce que l'humain? Et c'est parce que je veux montrer l'intériorité des êtres humains que je montre les machines, tout ce qui est mécanique. Alors, de ce point de vue-là, je citerai plutôt le film Johnny s'en va en guerre. Donc, en termes de philosophie, j'ai été très influencée par ce film. Donc, ce n'est pas forcément les œuvres de cyberpunk qui m'ont donné envie. Alors, quand je lisais Gumna, quand j'avais 9-10 ans, je me posais souvent la question pourquoi il y a autant de cerveaux éclatés. Et justement, je voudrais lui poser la question, c'est quel est son rapport à la violence? はい、そうですね、サイボーグの世界を描いているので究極的には名前の部分は脳しか
残っていないわけですね。で相手を殺そうとした場合は手足破壊したり心臓を破壊したぐらいでは死なない可能性があって、最終的に脳をこう破壊するっていうような行動まで至らないとダメだという、設定上の理由がまず一つ。それから実際にガンムを描き始めて格闘技という要素が入ってくるんですけど、これは銃とかを使わずに、この素手で足でね相手を叩いて倒すみたいなものなんですが、これはつまり肉体といっても機械ですけども、肉体と脳、それと相手の関係というその物理的なコンタクトがあるので、非常にそのテーマを描くのにダイレクトな方法だと思ったんですね。でその結果として暴力が発生していて暴力的なシーンが出てくるんですけど、銃とかでバーンって一発で殺してしまうのとはちょっと違うんですね。その暴力の背景にあるそのキャラクターの心の動きとか感情とか、そういうものをもっと描けるという意味でああいう表現をしたんだと思います。Alors, si je mets autant de violence dans mon manga, enfin, dans Gamme, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les personnages principaux sont des cyborgs, c'est-à-dire que l'organe le plus important, donc l'organe vivant, c'est le cerveau. Et donc, pour les tuer, il faut absolument écraser le cerveau. Il ne suffit pas de détruire les membres, le cœur. Donc, c'est pour ça qu'il y a les séquences de destruction de cerveau. La deuxième raison, c'est que ce sont les arts martiaux qui sont utilisés comme moyen de combat dans Gamme. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, la relation entre enfin, ce sont des cyborgs et donc qui sont les mélanges de corps et des machines. Et donc, le contact avec cette corps, donc en partie donc de chair et les métaux, donc les machines sont extrêmement importants. Donc c'est vraiment pour aborder le sujet de la relation entre le corps et la machine que je suis obligée de montrer les séquences de violence. Pour moi, ce n'est pas la violence que je veux montrer, c'est plutôt l'évolution psychologique des personnages derrière ces scènes de violence. Et donc, même pour montrer ce côté psychologique des personnages, j'utilise en fait la violence. Donc, pour moi, c'est un outil pour parler de la psychologie. Monsieur Kishiro vient de nous parler du corps et des machines. Je voulais savoir, d'un strict point de vue du dessin, comment il procède exactement. Pour le corps, par exemple, utilise-t-il une documentation filmique? Regarde-t-il, par exemple, des films pour voir comment bougent les personnages et puis pour peut-être s'inspirer ensuite de certaines postures? Utilise-t-il peut-être des livres d'anatomie? Comment ça se passe, en fait, quand on a justement une histoire qui est basée sur le corps et ses mouvements? Comment on fait pour dessiner de manière aussi brillante des personnages?漫画家なので常にデッサンの練習というか訓練をしていますので実際にアクションシーンをするパンツァークンストを使うシーンとかでは運動力学的に無理のない動きというのは美しい動きになるんですね。でその場合例えばハイキックをするとして手足の位置とか残ってる軸足の位置とかが不自然な方向に行ってるとやる人にはすぐ分かってしまうんで、そういう部分で嘘はつきたくないから格闘技の雑誌やなんかいっぱい買ってきて、で流派によってキックの仕方が違ったりするんですけど、そういうのもある程度リサーチした上でガリならばこのキックが一番いいんじゃないかとか、そういうことを考えながら書くんですけど、基本的にはあんまり写真を見て書くってことはなくて頭の中で構築したものを頭の中でぐるぐる回しながら最適な構図とかを考えながら書いていくという感じですね。
Bon, comme je suis un mangaka, donc je ne cesse de m'entraîner. Donc j'essaie vraiment de faire toujours des progrès en dessin. Alors, par exemple, pour montrer les séquences de Panzerkunst, il faut que le mouvement soit beau. Et par exemple, quand elle fait des coups avec ses jambes ou ses pieds, et il faut absolument que ce soit de manière naturelle. Et pour ça, je ne veux surtout pas, enfin, je cherche le réalisme, donc je ne veux surtout pas mentir au niveau du mouvement de ses membres, donc surtout quand elle fait le Panzerkunst. Et donc, je me documente beaucoup pour chercher tous les mouvements des arts martiaux. Donc, j'étudie les mouvements de chaque école des arts martiaux et j'essaie de trouver le mouvement qui est le plus approprié au personnage de Gali. Je ne regarde pas vraiment beaucoup de photos, mais c'est plutôt dans ma tête que je réfléchis quel serait le mouvement qui convienne le mieux au personnage. On a parlé du corps, on va parler un peu plus des arcs narratifs. Dans Gum, il y en a plusieurs. Quel est celui qui lui a posé le plus de difficultés et pourquoi? Parmi les arcs. Ouais, parmi les différents arcs. Mhm. 苦労したストーリー、そうですね、昔のガンムのシリーズでいうと後ろの方ほど苦労しているんですね。ザパン編までは結構一気呵成に書いていたという記憶があるんですけど、フォギア編もまだマシだったな、まあ苦労はしたんですけど、その次の電編っていうのがレジスタンスたちが出てきてやるあたりの話なんですが、あたりからちょっと物語の性質がちょっと変わってきていて、それまでガリーという単体のキャラクター主人公が暴れ回っていれば済んでいたんですけど、電編あたりから少しこの群像劇的なものとか歴史劇みたいなたくさんの人が出てきて時代を動かしていくみたいなお話になっていくんですね。それがうまくこのガリー主人公でやってきた物語の構造とちょっと噛み合わないところがあってすごく苦労し始めました。Alors, au début, donc, les arcs plutôt de début de gamme ne me posaient pas beaucoup de problèmes. Je dirais que jusqu'à l'arc de Zapin, ça allait bien, mais c'est surtout à partir de l'arc de Den que c'est devenu vraiment très difficile parce qu'il y a eu de plus en plus des personnages dont les membres de la résistance. Et jusque-là, c'était plutôt une histoire individuelle de Gali. Mais vers la fin, c'était plutôt des groupes de personnages qui menaient l'histoire. Et du coup, la nature de l'histoire commençait à prendre une autre forme. Donc avec ces groupes de personnages, il y avait des contextes historiques, donc des choses spécifiques du fait que ce soit des groupes, pas des individus. Et donc, comme c'était assez différent de la nature de l'histoire, donc par rapport au début, oui, ça a été assez difficile vers la fin. Un des arcs les plus célèbres et plébiscités par le public aujourd'hui, c'est paradoxalement celui du Motorball. Je dis paradoxalement parce qu'il semblerait qu'à l'époque, en fait, cette partie-là de l'histoire n'ait pas été très bien accueillie par les lecteurs. Enfin, en tout cas, que l'accueil ait été plutôt timoré, on va dire. C'est aussi un arc qui lui a demandé beaucoup d'énergie à dessiner. Je voulais savoir comment il avait réagi quand on met justement autant d'énergie comme ça dans son travail. Comment il a réagi justement face à cette réaction qui n'était pas très positive à l'époque.ですね、モーターボール編の本当は単行本で3巻分書くつもりだったんですけど、実際には2巻分しか書かなかったんですが、それは本当はいやいやそうだ、セカンドリーグ編あたりで確か雑誌の人気投票というのがあって、それの最下位から2番目だと言われて、
これはもうダメだと、このままだと打ち切りになっちゃうと思ってすぐに予定を繰り上げて決戦の方へ持ってってすぐに終わらせて次のザパン編へと移行させました。Au début, j'avais pensé beaucoup plus de volume pour les séquences de Montabol. En fait, en termes de tankobon, donc des livres reliés, je pensais à peu près le volume de 3 tomes pour parler de Montabol. Et finalement, c'est devenu donc le volume de 2 tomes. En fait, au Japon, il y a une sorte de classement des titres parus dans le même magazine. Donc, ce sont des lecteurs de magazines qui votent pour un peu savoir quels sont les titres les plus populaires. Et malheureusement, Gam était du 12e de bas dans le classement et au moment des séquences de Montabol. Et donc, je me suis inquiétée et comme je ne voulais pas voir ma série annulée ou interrompue, j'ai décidé d'arrêter le plus tôt possible les séquences de Montabol pour passer à l'arc de Zappa. Et du coup, qu'est-ce que ça lui fait quand aujourd'hui ses fans le rencontrent et lui parlent justement du Motorball, ou quand ils voient par exemple le film qui a été réalisé récemment et où la partie Motorball est aussi la meilleure partie du film?いや僕もモーターボール大好きでずっと動く映像を見たいと思っていたんですけど、漫画日本の場合雑誌で連載してそれが単行本にまとまるので特に集英社でやった時代はそうだったんですけど雑誌の人気投票が下がるとそこで打ち切りになって連載が終わってしまうんですね。そうなってしまったらもう元も子もないんで次の手をって打っていかなきゃいけないんですよ。そういう競争原理が働いているので、全くの新人でしたし全く何の保証もないので次々に生存戦略を打っていくしか方法はなかったんですね当時は。Alors moi-même, j'adore l'arc de Montabol et d'ailleurs, moi aussi, je voulais voir depuis longtemps les images en mouvement de ces séquences-là. Donc, je comprends bien pourquoi les gens apprécient Montabol. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a toujours le classement qui est publié par chaque magazine. Et les mangas sont d'abord pré-publiés dans les magazines de manga. Et à l'époque, Gam était publié dans un magazine de la maison d'édition Shueisha. Et la pression de classement était extrêmement lourde. Et donc, si ma série ne rencontrait pas de succès, elle peut toujours être annulée ou interrompue. Et donc il fallait trouver des solutions. Et comme à l'époque, j'étais un mangaka débutant, je voulais absolument trouver des solutions à ça. Et c'est pour ça que je suis allée le plus tôt possible. Enfin, j'ai essayé d'aller le plus tôt possible vers un autre arc. On va revenir sur ces personnages, que ce soit Gali, Ido, Nova, Den. Vos personnages ont tous des backgrounds solides, avec des personnalités très affirmées. Comment vous imaginez vos héros ainsi que leurs histoires?そうですね、どうやって作ってたのかな当時。まず物語上の要請というものがあるとは思うんですけど、強烈なキャラクターの場合はその物語の要請とは全く別の次元で面白いキャラクターを作ろうという強い動機がある場合が多くて、例えばデスティノバとか、物語上その悪役が必要で天才科学者であるという設定が必要だったんですけど、もう悪の天才科学者なんていうのはもう手垢がつきまくってるような設定なので、それだけじゃ誰も驚かないから、これにもう俺自身がすごくこいつはなんか面白い変なやつだみたいにふうに思えるようなキャラクターを出していかなきゃいけないだろうっていう強い思いがあって、それで
いろいろなこう工夫を凝らして、作っていったんだと思います。Alors, pour créer des personnages, il y a forcément des nécessités dues à la narration. Donc, je crée des personnages voilà, en fonction de l'histoire. Mais en même temps, j'ai toujours envie, indépendamment de la narration, j'ai envie de créer des personnages intéressants. Alors, je prends l'exemple de Destinova. Donc, vu la narration, j'avais absolument besoin d'un méchant. Et donc, j'ai décidé à ce que ce soit un savant fou. Mais un savant fou méchant, ça a déjà été montré dans toutes les créations. Donc tout le monde a déjà raconté. Donc il fallait absolument que je trouve une originalité pour mon savant fou. Et c'est comme ça que je me suis demandé ce qui n'avait encore jamais été fait. Et c'est comme ça que j'ai créé ce personnage. Il y a une série, ou plutôt un one-shot, sur lequel on le questionne assez peu, en fait. C'est Ashman, qui vient tout juste de ressortir chez Glénat. Je voulais savoir, en fait, comment ce manga est né et comment, justement, il a pu accoucher de ses visions. Il y a des planches qui comptent vraiment parmi les plus spectaculaires de sa carrière, en fait, dans ce titre-là. Je voudrais connaître l'origine de ce manga.あれは最初のガムのシリーズが終わったのが1995年の春先ぐらいだったんですね。で連載を終わらせたにはさまざまな理由があって、要するに心身ともに傷つき疲れ果ててしまっていたんですね。でもう一時はもう漫画家辞めるかぐらいにちょっと気分がうつ状態になっていたんですけど、やはり漫画で受けた傷は漫画でしか癒せないだろうと思って、で自分をそういうふうに回復させるためのケアとして一つ作品を作ろうと思って、それは商業誌で出すんではなくて、もう本当に個人的な同人誌で出版するつもりで敗者っていうのを構想したんですけど、当時僕の恩師であるその編集者の富田さんがウルトラジャンプっていう雑誌を創刊したばっかりで、そのウルトラジャンプの1号2号には僕は連載はしてないんですけど、あまり部数が売れないんで「岸郎君なんか書いてくれ頼むよ」ってお願いされてしまって、で富田さんのお願いされちゃったらちょっと断れないから、でも今俺が書けるのはガムみたいな受ける作品ではなくて、こういうすごく暗くて自分のためだけに書くような作品で人に読ませるようなものではないんですけどって事情を説明したんですけど、それでも構わないっていうんで散々迷った末に書いたのが敗者です。J'ai fini le premier gamme. En fait, le premier gamme a pris fin au printemps en 95. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette série a été, que j'ai terminé cette série un peu plus tôt que prévu. En fait, j'ai été complètement épuisée, à la fois physiquement et psychologiquement. Et je peux même dire que j'étais dans un état presque dépressif à cause donc, de tous les problèmes que j'avais rencontrés pendant la production de cette série. Mais je me suis dit, si j'ai été blessée à cause de manga, c'est grâce au manga que je dois me soigner. Et c'est comme ça que j'ai décidé de reprendre, j'ai décidé de recommencer à dessiner les mangas. Et comme je n'étais pas encore dans un état totalement parfait, j'ai commencé à écrire une histoire très personnelle. Donc je ne comptais pas du tout publier cette histoire dans un magazine commercial. Je pensais que elle était plutôt faite pour être publiée dans un doujinshi, donc fanzine. Et donc je commençais à écrire donc, en pensant à cette sorte de publication. Et à l'époque, Monsieur Tomita, donc l'éditeur qui était chargé de moi, qui était chargé de gamme, publiait le nouveau magazine qui s'appelle Ultra Jump.
moi-même, je n'ai pas du tout participé au premier et deuxième numéro de Ultra Jump, mais au début de ce magazine, ils avaient du mal à avoir donc, le succès. Donc ça ne se vendait pas bien. Donc ce monsieur Tomita, dont j'étais très reconnaissant, m'a demandé de publier un manga dans ce magazine. Donc je lui ai expliqué que voilà, je n'étais pas encore prête à publier une histoire comme Gamme. Donc la seule chose que je peux faire, donc c'est une histoire très personnelle qui est Ashman. Et il a bien accepté, et c'est comme ça que cette série a été publiée. Et justement, juste après Gum, il y a eu aussi Aqua Night. Alors peut-être dans la salle certains l'ont lu à l'époque. Est-ce que c'est aussi dans cet esprit, puisque Aqua Night est une œuvre plus légère, moins sombre, est-ce que c'est aussi dans cet esprit de thérapie finalement qu'il a réalisé cette série?その通りですね。ただあまり人気出なかったんで打ち切りになっちゃいましたけど。C'est tout à fait ça, mais malheureusement, elle n'a pas rencontré un succès, donc elle a été interrompue. Et ensuite, il y a eu effectivement Last Order. Il y a deux choses qui frappent, je trouve, quand on lit Last Order. C'est l'extrême désespoir des premiers chapitres. Il nous parlait effectivement de son état en sortant de Gun et de cette forme de thérapie, comme tu le disais, qu'il a peut-être entamé avec Ashman et Aqua Night, sauf que quand on commence Last Order, il y a une noirceur qui nous ramène effectivement au premier Gun, et aussi il y a une très très grande ambition du récit. Il parlait tout à l'heure de la construction de Gun qui tournait principalement autour d'un personnage, celui de Gali. Pour le coup, dans Last Order, il y a effectivement toute une galerie. Il y a aussi une galerie dans le premier Gun, mais dans Last Order, c'est bien plus étendu. Très simplement, je voulais savoir quels étaient ses objectifs avec ce manga quand il l'a commencé.まず構想自体は宇宙編といって最初のガンムシリーズの時からあったものなんですけど、さっきもお話ししたようにさまざまな事情があって中断せざるを得なかった。でそれをラストオーダーという形で再び書くことになったんですけど、その時に自分にとって問題が一つあって、さっきもお話ししたように群像劇になるにつれてだんだん書きづらくなっていったという構造があったんですね。それからどう考えても宇宙へ行くと他の植民惑星が出てきて、そこにそれぞれ別々の国家が出てくる。そうすると今まで漠然とこのガリー対ザレムみたいな感じで単純化していた構造がもっと複雑なものになってきて、その政府とか国家だとか政治だとかそういうものを自分なりに描かなきゃいけなくなってくるんですね。そうした時自分がそういうものをどのように捉えているか、捉えきれているのかっていう部分に大きな不安があって、でそこでジャレド・ダイヤモンドの「10秒撃近鉄」っていう本を読んで、その国家というものはどういうものなのかっていうのは自分なりにちょっと捉えることができたので、それを糧にしてラストオーダーを書き始めるというこの自信をある程度つけてやり始められるという、確信をある程度自分で持って始めることができました。En fait, avant d'écrire l'histoire de Gamme, j'avais une idée assez claire sur l'arc de l'espace que je n'ai finalement pas pu raconter dans Gamme parce que j'ai arrêté plus tôt que prévu pour des raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et pour entreprendre Last Order, je voulais donc reprendre mon idée initiale, mais il y avait plein de difficultés, puisque vers la fin de gamme, à cause de toutes ces histoires assez complexes, des groupes de personnes, l'histoire devenait compliquée. En plus, pour parler donc de l'univers de l'espace, il y avait plein de colonies, donc bien complexes. Donc, Gamme était assez simple parce que c'était une histoire plutôt donc de combat entre Gali et Zalem, mais pour Last Order, il y avait plein de thèmes que je n'avais pas abordés dans Gamme. Je voulais absolument parler de la politique, de l'État, donc tous ces sujets-là, mais je n'étais pas encore sûre comment aborder ces sujets-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le livre, enfin l'essai de l'inégalité parmi les sociétés et de Jared Diamond. Et c'est en fait c'est ce livre-là qui m'a vraiment clarifié comment je voyais donc le monde, la politique, l'État. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu prendre vraiment j'ai pu trouver la confiance en moi, et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai abordé Last Order. Justement, pareil, autre question que je me posais, mais un peu plus âgée quand je lisais Last Order, c'est au niveau des notes de bas de page. Il y a beaucoup en fait de notes scientifiques, et je voulais savoir s'il passait son temps à faire des recherches ou à lire des revues scientifiques, puisqu'à chaque fois c'est quand même très très complet, et c'est assez impressionnant. Donc je voulais savoir comment il arrivait à s'informer autour de ces questions.科学読み物みたいなものがあれば必ず買って読むようにしていて、でテレフォーミングに関するさまざまなアイデアなんかはネタになる本が1つぐらいしか、確か1冊か2冊ぐらいしかないんですね、僕の場合は。その1冊か2冊の本に書いてあるものをネタにして結構書いてるってことは多いんですね。C'est vrai que je m'intéresse à la science, donc j'essaie de lire à chaque fois qu'il y a des écrits sur la science qui sont publiés, mais sinon je prends des références donc en termes de la science dans un ou deux livres qui sont vraiment pas beaucoup, mais en tout cas j'utilise souvent un ou deux livres pour trouver des idées des sujets de la science. J'aimerais qu'on évoque Mars Chronicle. Le passé martien en fait, de Gali aurait pu être inclus en fait, dans Last Order. Je voulais savoir, qu'est-ce qui l'a poussé à créer une nouvelle série justement dédiée à ce passé? Est-ce qu'il voulait encore donner plus d'épaisseur à son héroïne? Qu'est-ce qui l'a motivé en fait, dans la création de ce nouveau manga? もともとガリーの幼少時代の陽子の話っていうのはラストオーダーの中で書くつもりだったんですね。ラストオーダーの後半部分に火星の過去に戻って陽子の過去の幼少時代を描くっていう予定だったんですけど、予想以上にラストオーダーが長く執筆期間がかかってしまって、単行本も長くなりすぎてしまって、ちょっと下世話な話で出版上の必要とかもあって一旦ラストオーダーは終了させて違うタイトルでやった方がいいでしょうっていう話になったというのが事実です。Alors, j'ai voulu raconter le passé de Gali, donc qui est en fait une fille qui s'appelle Yoko. Au début, je pensais parler de cet épisode à la fin de Last Order, c'est-à-dire donc sa période de l'enfance sur la planète Mars. Mais comme j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu pour Last Order, et au final, donc il y avait beaucoup trop de tomes de Last Order, c'est vraiment purement pour des raisons commerciales de la maison d'édition qu'on a décidé de
commencer une autre histoire, donc une autre série, une nouvelle série, donc qui est devenue Mars Chronicle. Le graphisme a beaucoup évolué, en tout cas son graphisme a beaucoup évolué avec les années. On peut vraiment le voir là avec les images qui défilent, avec un style qui était au début peut-être plus brut, plus détaillé, proche de Yoshikazu Yasuhiko, puis aussi un style un peu plus contemporain, mais pareil, hein, qui pouvait ressembler à Otomo ou à Masamune Shirow. Avec Mars Chronicle, le dessin, c'est peut-être, on peut dire d'une certaine façon, assagi ou au moins... du moins arrondi. Comment il explique cette évolution? そうですね、やはりまあ理想としている自分のスタイルを求めてどんどんこの絵柄を変えていったり、あるいは細い線だったものを太くしたり、太くしたものをまた細くしたりっていうようなことを、まあ、試行錯誤でさまざまにやっているんですね。で一応僕が昔理想としてたのは下書きみたいな絵というのを理想にしていて、それをペン入れした時にそれでも下書きみたいなこの情報量の多い絵を描くっていうのが理想だったんですね。でラストオーダーの頃に一度そういう域に行ったような自分では気はしたんですけど、それもすぐにこの物足りなくなってまた違う方向へと行くようになりました。で現在の火星戦記ではつけペンではなく筆を使って描く、重線を描くっていう方向にこう行っているせいでちょっと線が太くなっていて、で実際去年からはさらにアナログの紙とペンではなくデジタルのタブレット上で直接こう描くようになってしまっているんですけど、基本的に途中でいきなり絵柄が変わらないように一応その前のスタイルを踏襲する形で描いているんですね。まだまだ完成途上で自分の今の状態に満足していなくて、どんどんこれからも変わっていくと思います。Alors, mon dessin a évolué parce que je ne cesse d'aller vers mon idéal. Donc, j'essaie de faire des dessins que je trouve, j'essaie de faire les meilleurs dessins possibles pour moi. Parfois, j'essaie avec des traits très fins, ou sinon beaucoup plus épais. En tout cas, je fais beaucoup de recherches, je tâtonne beaucoup. Mais pour moi, les traits des esquisses, donc les traits très fins, un peu comme vraiment des dessins d'esquisses qui sont les meilleurs dessins. C'est-à-dire que même après l'ancrage, si les traits ont autant d'informations d'esquisses, c'est vraiment pour moi idéal. Et à un moment, pendant la série de Last Order, j'ai trouvé que j'ai enfin atteint la forme idéale, c'est-à-dire donc au trait, au meilleur trait que je pensais. Mais petit à petit, j'ai encore changé et donc aujourd'hui, je ne suis plus je ne suis plus satisfait de mes traits. Pour Mars Chronicle, je n'utilise plus le stylo à plume, j'utilise plutôt les pinceaux, donc c'est-à-dire que les traits sont plus épais qu'avant. Et l'année dernière, en fait, je suis passée pour les traits. Donc avant, je faisais donc à la main, mais aujourd'hui je dessine donc avec les pinceaux, mais en numérique, donc sur la tablette. Mais j'essaie de trouver l'homogénéité par rapport aux traits d'avant, mais encore aujourd'hui, je ne suis pas totalement satisfait de mes traits. Dernière question avant de passer le micro dans la salle. Je pense que vous attendez tous ça impatiemment. Je voulais savoir en fait qu'est-ce que ça lui faisait quand il tombait sur un film, un jeu vidéo ou sur un manga dans lequel étaient cités certains de ses concepts. Par exemple, assez récemment, le réalisateur australien George Miller, dans une des scènes d'action de Mad Max Fury Road, a emprunté le découpage d'une séquence d'action de Gunn.
quand on joue à un jeu vidéo comme Nier Automata, par exemple, on peut aussi penser au travail de Monsieur Kishiro, ou quand on lit un manga comme No Guns Life aussi. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que ça lui faisait d'être cité, d'être pompé, parfois, et comment il réagissait, lui, en tant qu'artiste, à ça.そうですか。僕はあまり影響を受けてるとはちょっと思っていなかったんで、ちょっと意外な指摘だと思います。En fait, moi, je n'ai pas pensé, quand je regardais, je n'ai pas pensé qu'ils étaient influencés par mon travail, donc je suis très étonnée. Il est très modeste, en tout cas. そうですか。デスロード僕も好きですけど。Mais en tout cas, j'aime beaucoup Mad Max Fury Road. Et je crois, mais alors ça c'est intéressant. Je crois que sur Blade Runner, il aime pas trop la fin. 僕は一番最初に見たブレードランナーのラストはレイチェルとデッカードが幸せそうに駆け落ちして緑の森の中を駆け抜けていくみたいなエンディングだったんですね。それはちょっと納得いかないなと思って後のバージョンでは確かデッカードがレプリカントだったっていうようなバージョンもあるらしいんですけど、そっちをまだ見る前の話でしたから、やっぱデッカードもレプリカントでレイチェルはやっぱり3年の寿命で死ななきゃおかしいんじゃないかって思って、緑の、ね、森が残ってるのも変じゃないかって、もう地球は全部赤くなってるんじゃないかとかちょっと非常に不満でしたね。En fait, il y a eu plusieurs versions de montage de Blade Runner. La première version de montage que j'ai découvert de Blade Runner, c'était, le film se termine avec la fuite amoureuse de Rachel et Deckard. Et en plus, ils partent dans un forêt. Et c'est pour ça que cette fin heureuse ne m'a pas du tout convaincue. Et beaucoup plus tard, j'ai découvert qu'il y avait une autre version de montage. Donc à ce moment-là, donc cette fin raconte que Deckard finalement était bien réplicante. Donc ça, j'ai été convaincue. Mais c'est sûr qu'avec la première version de montage que j'ai découverte, j'ai trouvé que c'était inadmissible, qu'il restait encore des verdures dans le monde. Il fallait que le monde soit anéanti. Voilà, on va finir sur ça avant de passer aux questions-réponses. Merci déjà, Yukito Kishiro, d'avoir joué le jeu d'interview. Alors, on va passer donc aux questions-réponses. Normalement, quelqu'un va faire passer un micro pour que les gens puissent s'exprimer. Il y a une règle très simple. Elle a quasiment fonctionné hier. Donc, on pose des questions courtes et une par personne aussi. Et on essaye de ne pas raconter sa vie. Voilà. Des fois, ça peut arriver avec l'émotion. On est heureux de voir son mangaka préféré. Tu as raconté la tienne à certains moments. Hein. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, faites pas comme moi. Alors, le micro, est-ce que quelqu'un va dans la salle Non, personne va prendre un micro. On va commencer. Il faut juste parler fort, s'il vous plaît, et vous levez. Comme ça, on verra. Monsieur là avait levé la main. Parlez fort, s'il vous plaît. Je peux me jeter dans la foule, en fait. Hop. Bonjour. J'ai remarqué qu'il y avait différentes traductions de titres à travers le monde, du manga Gun'em, qu'on appelle en France Gun'em. Et ce mot n'apparaît nulle part dans le manga. Et du coup, d'où vient ce titre? Qui l'a inventé? Pourquoi? Mm-hmm. ガムのガンは英語のガンと同じで拳銃、銃のことですね。
で無っていうのは日本語では夢のことなんですけど、もともとボツになってしまったコンセプトの方のお話ではガンアクションをメインでやる予定だったんですね。それでガンムっていうタイトルにしたんですけど、何回も直し食らってるうちにその銃が出てこなくなってしまって非常に抽象的なタイトルになってしまいました。最終的にはそのガンっていうのはこう厳しい現実、戦わなければならない生き残れないようなそういう世界で、夢ガンムの無のドリームの部分は人間の精神、感情、魂とかそういう部分を表現しているというふうな解釈でやりました。Alors, je vous explique d'abord ce que ça veut dire gamme, donc le titre en japonais. Donc, ce mot est composé de deux caractères. Donc, gan, c'est donc en anglais, c'est les armes à feu. Et mu, en japonais, ça veut dire le rêve. Et donc, gamme, ça veut dire le rêve des armes à feu. En fait, au début, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu donc 2 versions de gamme qui n'ont finalement pas été publiées. Et pendant ces deux versions-là, il s'agissait d'une histoire de action, donc gamme action, donc action d'armes à feu. Et finalement, donc, suite à de nombreuses modifications, finalement, l'histoire n'était plus du tout une histoire d'armes à feu. Donc finalement, on ne se bat pas avec les armes à feu. Mais ce titre est lié donc, à la première version de gamme. Mais finalement, il est devenu assez symbolique comme titre, donc si, ça marche toujours. Gamme, pour moi, ça veut dire la réalité dure dans laquelle on doit se battre. Et rêve pour désigner la spiritualité, l'âme ou l'émotion des êtres humains. Très bien, merci. Allez, devant, et puis après, on ira de l'autre côté pour ne pas faire de jaloux. Bonjour, Monsieur Kichiro. On a connu Gun, Last Order, Mars Chronicle. Qu'est-ce que vous comptez faire de Mars Chronicle en termes de durée? Et avez-vous déjà songé à un après Mars Chronicle? 火星戦記のどういうふうに終わらせたいかっていうようなイメージはもちろんあるんですけど、何しろ最近各ペースがものすごく遅くなってしまっていて、まだ何年も終わるまでかかりそうです。で現在のところ火星戦記の次に何を書くかってことは特に考えていません。Alors, j'ai déjà une vision assez claire sur la fin de l'histoire de Mars Chronicle, mais je dessine tellement lentement que ça prend du temps, donc je pense que ça va prendre encore plusieurs années pour finir l'histoire. Et donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire après Mars Chronicle. Oui, juste là, ouais, en orange, yes. Le micro est juste là. Bonjour, j'aimerais savoir si votre travail de mangaka vous laisse le temps de lire à côté, et enfin, de lire des mangas notamment, et s'il y a des titres que vous avez particulièrement aimés ces dernières années. 実のところあまり漫画は読まないんですよ。一応昔からシリーズで買っている漫画で今でも一応 Kindle とかで読んでるのは「進撃の巨人」シリーズぐらいかな。ベルゼルクはちょっと最近ちょっと数巻読んでなくてすいません。Alors, honnêtement, je ne lis pas beaucoup de mangas, mais je suis quand même quelques séries depuis longtemps. Par exemple, l'Attaque des Titans. Donc, je suis depuis toujours. J'ai assez suivi Berserk, mais malheureusement, depuis quelques tomes, je ne lis plus. Et je suis désolée. Oui, au milieu avec le masque. Bonjour Monsieur Kishiro, c'est un honneur, clairement.
Je trouve que Gun est une œuvre très belle, malgré le fait que c'est vrai que l'univers est noir, violent, dur, mais quand même il y a un certain style dans la technologie. Les technologies utilisées sont grandioses, elles sont très avancées, elles sont fortes. Est-ce que vous avez quand même une vision positive de l'humanité, d'où elle va est-ce qu'il y a une vision positive au final dans Gun?僕は現実の世界にさまざまな問題があると思っていますけど、それはテクノロジーによって解決されていくと考えています。非常にポジティブに考えています。物語の中では暗いデストピアを描いているんですが、それはあくまで物語の中でこうなってはいけないよっていう、警告みたいなものだと思ってください。Alors, en fait, en réalité, je vois notre avenir de manière assez positive. Je pense que même si nous avons beaucoup de problèmes dans notre monde actuel, la technologie va résoudre beaucoup de problèmes. C'est vrai que dans mon travail, je parle beaucoup de dystopie, mais c'est une sorte d'avertissement pour dire que voilà, il faudra éviter cela. Oui, allez, ici. Et ce sera la dernière question. Désolé. Bonjour. Je voulais juste savoir pourquoi il y a eu autant de tomes dans la série Last Order, c'est tout. Voilà, c'était pas terrible, désolé. Il n'y a pas de mauvaise question. Je suis vraiment désolée. Hein. まず第一に自分でその前のガムのシリーズでやり残したまま終わらせてしまったっていうことがものすごく悔しくて夜も眠れないぐらい悔しかったんですね。で新しくそのラストオーダーを始めようってなった時に絶対に自分で思い残しがないように全部ね書きたいことは全て書こうっていう気持ちで始めたんですよ。そのおかげでちょっと必要以上に長くなってしまったかもしれないです。申し訳ないです。En réalité, avec la première version de gamme, je sentais que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc j'avais beaucoup de regrets, donc j'étais tellement dépitée et à un point que je ne pouvais même pas dormir. Et du coup, quand j'ai commencé Last Order, je me suis décidée que je vais aller vraiment jusqu'au bout de ce que je veux faire. Et donc c'est pour ça que c'est peut-être la série est devenue beaucoup plus longue qu'il lui fallait. Et je suis vraiment désolé. Bon allez, on va faire comme Last Order, last question. Allez, bon, avec le magazine et l'affiche. Mais par contre, courte. Hein. Désolé pour le haut, je suis désolé. Oui, bonsoir. J'ai une question un peu technique. Dans Last Chronicle, on découvre une nouvelle arme au bras de Gali. Et je suis assez troublé parce que l'arme qu'elle a figure sur la toute première couverture. Celle-là, et en fait c'est une arme qui est vivante, qui est entourée autour de son bras. Et je voulais savoir si, quand vous avez abordé Gum, au tout départ, vous aviez déjà travaillé sur la genèse. Est-ce que c'était prévu ou... Parce que là, il y a un lien direct. Et... Joli. Comme question. Très bonne question. そうですね昔97年にプレイステーションゲームでガム火星の記憶っていうゲームをバンプレスとか出したことがあるんですけど、そこで宇宙編っていうのがあってそれは僕がシナリオを書いたんですね。でその時に現在にやっているラストオーダーや火星戦記とはだいぶ違う短い話なんですけどそのベースとなるようなアイデアがすでに描かれているんです。でその中でもすでにその腕にくっついている気持ち悪い銃みたいな生き物が出てきてるんですね。でこれもその火星戦記で再登場させてやろうという気持ちはやっぱりずっと昔からあって実際その絵を描いた時にこれからずっと先になるかもしれないけど宇宙編描いたらこういうのを出そうという気持ちは実はありました。
Alors, en 97, il y a eu la version de jeu vidéo, donc de PlayStation, de gamme qui est sortie, donc qui a été fait par Van Blest. Et à l'époque, donc j'avais déjà pensé à cette arme donc sur le bras de Gali. Et donc j'ai bien mis cette arme carrément dans le scénario de ce jeu vidéo. Et donc je savais qu'un jour, de toute façon, j'allais aborder cela. Et finalement, donc c'est ça ce que je montre dans Mars Chronicle. Donc une sorte d'arme mais vivante. Et donc c'est vrai que depuis toujours, je savais que quand je parle donc quand j'aborde donc l'arc de l'espace, j'allais donc sortir mon idée que j'avais depuis longtemps donc sur cette arme. C'est vrai. Ce sera le mot de la fin. On peut faire une standing ovation pour Yukito Kishiro. Alors, on profite. Alors, on en profite pour pouvoir aussi remercier d'autres personnes. On remercie l'ambassade du Japon d'avoir soutenu cette masterclass. On remercie tout le staff qui a été là et Choco pour l'interprétation. Est-ce que ça vous tente de faire une photo tous ensemble? Ouais? Bon, ok. Alors, Mr. Community Manager du Festival d'Angoulême va venir. Alors, on va lever tous et toutes les bras. C'est la fête, c'est la joie. C'est parti. 1, 2, 3. Allez. Allez, encore plus fou là. On fait encore plus les fous. Youhou! Super, merci.